Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne et belle semaine. Moi, cette semaine, je me suis un petit peu consacrée à la déco de Noël. J'adore Noël. Enfin, non, pour être tout à fait honnête, j'adore tout ce qu'il y a avant Noël. C'est-à-dire le choix des décos, la préparation de la décoration, le choix des cadeaux, spécialement quand on a un enfant. Mais j'avoue que le soir de Noël, voire le pire, le 25, le lendemain du réveillon de Noël, mais c'est la dépression assurée, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que c'est dû au fait qu'en étant expatrié, on est loin de sa famille, etc. Et que même si j'ai des amis extraordinaires avec qui je passe les fêtes, il y a quand même... Mais non, je crois pas. Je crois que j'ai toujours eu ce blues-là. Donc, je sais que je suis pas la seule. Donc, represent my team. Hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi ou si, au contraire, la magie de Noël, c'est le top pour vous, quoi. Par contre, je vais un peu arrêter peut-être le clignotement qui risque de vous donner des crises d'épilepsie. Mais regardez. Oh, magique. Comme ça reste cute. Mais c'est pas non plus genre strobinoscope. Alors, cette semaine, je vais faire une vidéo encore sur les mystères et les énigmes du Troisième Reich. Je pense que ce sera pas la dernière des der, genre je n'en parlerai plus jamais, mais par contre pour le coup je pense que ce sera la dernière du mois parce que malgré tout on rentre dans la période de Noël et que même si je vais pas faire des vidéos sur l'esprit de Noël, je vais quand même pas faire des sujets qui sont connectés à une partie de l'histoire qui est quand même hyper douloureuse. Donc là, je vais vous parler de... Puis vous savez, hein, pour ceux qui n'auraient jamais vu ma chaîne et qui sont les nouveaux, bienvenue. Quand je parle du Troisième Reich, je vais pas vous faire genre documentaire France 2 sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et du régime SS. Non, 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 non. Moi, j'aborde tout ce qui est un petit peu connecté à des énigmes et surtout à des événements méconnus et à des parties de l'histoire qu'on a tenté de nous dissimuler ou des à côté qui étaient tellement insignifiants peut-être par rapport à l'horreur des trucs que effectivement personne ne s'y est beaucoup attardé. En tout cas, cette semaine, je vais vous parler d'un mystérieux chaudron d'or. Alors en 2001, un mystérieux chaudron en or est retrouvé au fond d'un lac bavarois. Celui-ci semble avoir des origines celtiques au premier coup d'œil. Comment cet étrange objet s'est-il retrouvé là? D'où provient-il? Le chaudron n'est que le début d'une incroyable intrigue baignant dans la mythologie et l'occulte. L'ustensile proviendrait du château d'Heinrich Himmler, ministre de l'Intérieur du Troisième Reich, et qui était lui obsédé par les origines germaniques. Sa forteresse, construite afin de préserver de nombreuses œuvres artistiques dérobées dans toute l'Europe, renferme d'incroyables secrets concernant le régime nazi. À travers l'histoire de ce Graal, vous allez découvrir l'étrange obsession du régime pour le paganisme et la sorcellerie. Cela vous semble invraisemblable ce que je vous raconte? Et pourtant, l'histoire du chaudron et du temple maudit, c'est maintenant. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que les bases du nazisme sont fondées sur la secte de la Société de Thulé, inspirée de la magie noire et de l'hindouisme, de l'ésotérisme et des cultes germaniques. Son nom, Société de Thulé, vient de l'Ultima Thule romaine, contrée mythique localisée dans le Grand Nord et prétendument habitée par une race supérieure. Comme l'Atlantide, Thulé aurait sombré dans la mer, mais quelques-uns de ses habitants auraient échappé au cataclysme et engendré la race aryenne. Alors la société de Thulé prétend tirer ses origines de la terre mythique hyperboréenne de Thulé, où les Aryens seraient arrivés après la dernière ère glaciaire, et de la tradition magique de l'Asie centrale. Pour cette société occulte, les maîtres inconnus étaient donc des demi-dieux qui contrôlerait la destinée du monde, cachés dans les entrailles de la terre, dans les galeries creusées dans l'Himalaya ou dans les lieux mythiques et inaccessibles. Je vous conseille d'ailleurs à ce propos d'aller voir, si vous ne les avez pas vues, mes vidéos sur le groupe Annenerbe. Je vous mets tous les liens dans la description. Et les autres vidéos sur le mont Bouchégie, où justement ces mondes souterrains sont détaillés à grand renfort de témoignages et de preuves.
D'ailleurs, pour la société du Vril, pareil, hein, dont je parlais dans ma dernière vidéo, les maîtres inconnus se trouvaient dans les entrailles de la terre et il n'était possible de devenir semblable à eux qu'en purifiant la race. Les enseignements de la secte Thulé comportent aussi des références au Graal, à l'ordre du Temple et à la supériorité de la race aryenne. Ils se réfèrent à d'anciens cultes runiques, à la magie méditative, à la géomancie, au chakra, au yoga runique. Cette idéologie mystique est à l'origine de prêtres soldats qui passaient des heures à réciter des mantras, contrôlant leur souffle en visualisant les runes. Pour eux, c'est là que se crée le vrai arien. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mes recherches, qu'au final, je connaissais les horreurs de ce qu'avait fait Hitler et le régime nazi, mais que globalement, j'avais aucune idée de comment ce petit homme moustachu ridicule avait réussi à presque, qu'on soit clair, contrôler le monde, à grand renfort de race pure, alors que lui-même, il était à l'opposé. Qu'est-ce que c'est que ça? Alexa? Alexa, what is this noise? Vous avez entendu? Il y a eu comme un truc d'alarme. Très étrange. Très, très étrange. Du coup, ça m'a un peu perdu dans ce que je disais, donc je vais reprendre. Normalement, oui. Donc voilà, j'avais quand même réalisé qu'effectivement, voilà, on connaît l'histoire, on connaît les horreurs, on connaît, voilà. Mais globalement, pourquoi, d'où c'est venu, comment c'est venu, en tout cas. Bien sûr, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont extrêmement cultivés et ça va vous sembler dérisoire, mes questionnements vont vous sembler dérisoires. Mais encore une fois, je spécifie, cette chaîne, hein, elle grandit avec moi. J'étais pas, il y a 2 ans de ça, j'étais pas du genre à creuser ces sujets, etc. Je tenais pour vrai, pour définitif ce que j'avais appris à l'école sans me poser plus de questions que ça. Et c'est vrai qu'avec la création de cette chaîne, je suis amenée à découvrir des choses que je trouve fascinantes, qui sont peut-être un petit peu déjà vues pour vous, mais que moi je découvre. Donc voilà, bien comprendre que c'est donc ces partisans de la société de Thulé, je ne sais pas si on peut dire comme ça, les aficionados, les membres de la société de Thulé, et considéraient vraiment que Adolf Hitler était le nouveau dieu, l'homme soleil, et ces moines guerriers seraient donc les SS de Heinrich Himmler. L'ordre Thulé peut être considéré comme la progéniture, si vous voulez, de l'ordre allemand qui a été créé en 1912 et dirigé par von Sebottendorf, qui est en même temps l'auteur d'une brochure sur les rituels maçonniques. Bah oui. La société Thulé a posé les bases de l'idéologie du Troisième Reich, où l'on retrouve l'attente d'un messie qui redonne ses droits à la race allemande, la conduisant donc, bien évidemment, au but ultime, la suprématie planétaire. Adolf Hitler a rapidement été identifié comme ce messie, étant aussi également assimilé à l'Antéchrist. Donc vous voyez, il y avait quand même des trucs hyper élaborés derrière leur idéologie. Enfin, hyper élaborés, on se comprend. Il y avait tout. Certains vont appeler ça un délire, d'autres des convictions, whatever, mais il y avait quand même un projet derrière la société Thulé et la recherche de race pure de Adolf Hitler. La société Thulé croyait dans la communication avec une hiérarchie des supra-hommes, les chefs secrets du Troisième Ordre. La qualité qui rendait ces êtres comme des supra-hommes était leur spiritualité occulte. Même, encore une fois, le nom Thulé provient de la dénomination d'un centre spirituel secret où est supposé être stockée la spiritualité planétaire et où sont censés vivre les grands sages qui veillent sur notre planète. Donc vous verrez, hein, pour ceux qui ont vu le monde Buccetti, tout ça, ça a beaucoup de sens. Je ne sais pas si vous allez si je dois vous conseiller d'aller voir d'abord ces vidéos pour un peu... Non, je pense que
C'est clair quand même, c'est assez clair ce que je vous raconte, même sans avoir vu au préalable les autres vidéos. Donc il croyait donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il croyait donc aussi en la doctrine secrète de Madame Blavatsky, qui affirme que certains supra-hommes ont survécu à la destruction de l'Atlantide en gardant le haut niveau de conscience qu'ils possédaient à l'époque. Ces supra-hommes étaient les Ariens. Ces deux croyances ont en fait été combinées en une seule. Il faut bien comprendre que là, pour l'instant, à ce moment-là, on ne réduit pas les Ariens aux nazis. Je sais que c'est ardos d'expliquer ça comme ça et c'est super délicat, mais comprenez bien que pour eux, Ariens entendaient cette race d'hommes supérieurs qui se rapprochait des anciens sages. Ok ? En gros. D'ailleurs, la croix gammée issue de Svastika, qui est un ancien symbole solaire arien choisi par Hitler comme emblème du Troisième Reich, l'emblème est inversé par rapport au sens réel du symbole oriental. Donc la terminaison des rayons de la croix est orientée de sorte à former un cercle tournant de la gauche vers la droite et affiche un idéal maléfique qui est celui de la race des seigneurs, alors que la Svastika pivote dans le sens contraire et c'est le symbole d'une force positive. Pour les nazis, le svastika inversé est un signe noir. C'est le symbole du paradis perdu de Thulé et de son peuple de surhommes ariens. Suivez ? Donc vous allez voir, c'est fascinant. J'ai trouvé ça fascinant et j'ai appris beaucoup de choses. Donc déjà, je pense qu'on est d'accord, quoi qu'il en soit, pour se dire qu'après ce bref tour d'horizon que je viens de vous faire là, on comprend vite que lorsqu'on sort des sentiers battus de nos livres d'histoire, il apparaît une version beaucoup plus sombre, non, pas plus sombre, ça ne peut pas être plus sombre que ce qu'on sait déjà sur ces monstres, mais en tout cas beaucoup plus profonde, occulte et connectée à des degrés et à des levels dont on ne nous a pas forcément ne serait-ce que mis sur la piste. Donc, sur les conseils de son mentor, le mage noir Karl Maria Willigut, je vous dis, vous savez que les noms, je les tue, je les fracasse, c'est pas le bon accent, c'est certainement pas la bonne prononciation. D'ailleurs, Karl, si tu m'écoutes, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà. Himmler décide d'acquérir les ruines du château de Welswelsburg, abandonné près de là, et d'en faire le grand temple de la SS. Il ne faut pas être surpris par le fait qu'Himmler suive les conseils d'un mage noir. Avouez que déjà, même si c'est pas surprenant après tout ce que je viens de vous dire, mais le gars, donc Himmler, en gros le bras droit d'Adolf Hitler, il consultait quand même un mage noir. Ces gens ont failli contrôler le monde. Donc on ne peut pas se dire que c'était juste des hurluberlus qui croyaient en des trucs un petit peu borderline et qui en fait étaient des marginaux dans leur tête. Ça, tu peux pas le dire là. Le gars avait un mage. Parce que oui, on ne nous l'a pas forcément dit, mais l'homme le plus puissant du Reich après Adolf Hitler est un adepte du spiritisme et de l'occultisme, comme aussi l'alchimie, l'astrologie et tutti quanti. Et il croit au mythe nordique. D'accord ? Ça, on ne nous l'a pas dit, mais c'est une réalité et je vais vous le prouver à travers différents détails. Il décide donc de rénover cette forteresse, ce château qui était laissé à l'abandon, et fournit la main-d'œuvre, bien évidemment, une ordure reste une ordure, en ouvrant un camp de concentration à proximité. 4000 ouvriers périrent dans les travaux. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que le fameux château d'Himmler est bâti selon un plan en triangle qui symbolise la lance de Longinus qui transperça le flanc droit de Jésus-Christ et détiendrait des pouvoirs occultes. Welswelsburg est orienté nord-est dans la direction de la mythique île de Thulé qui fut donc habitée par les hyperboréens. Je répète, les hyperboréens, c'est la race aryenne pour les nazis. Et vous allez voir, la symbolique est très loin de s'arrêter là. Selon ces plans, le château devait être le centre du Nouveau Monde, le cœur des nouvelles croyances mystiques du Troisième Reich. Les SS y auraient effectué des rituels secrets et certaines des salles principales sont marquées de croix gammées et de soleil noir, ou Black Sun, ou encore le Sun Wheel, qui est censé représenter une croix gammée multiple. Mais en vérité, ses origines sont inconnues. Mais les nazis lui attribuaient une grande signification occulte et son utilisation est encore aujourd'hui interdite en Allemagne.
En dessous se trouve la crypte. Regardez comme c'est impressionnant. Une salle sombre, voûtée, dans laquelle on médite autour d'un feu. Ce sanctuaire fut le centre de nombreuses réunions initiatiques de rites anciens, afin de créer un nouvel ordre de chevalerie à l'instar des Templiers. Et comme les Templiers ou les Chevaliers de la Table Ronde, Himmler n'a qu'une obsession, trouver le Saint Graal, afin d'en puiser ses pouvoirs et asseoir la puissance allemande sur le monde. Alors ce qui se passe à Wewelsburg doit rester secret. Quiconque raconte ce qu'il a vu ou entendu est passible de la peine de mort. On sait cependant, après de multiples témoignages, que dans la fameuse salle du Soleil Noir, la salle des Obergruppenführer, entourée de 12 piliers représentant les 12 chevaliers de la Table Ronde, beaucoup de sacrifices d'enfants y ont été commis. Et d'après les infos que j'ai trouvées, de nos jours encore, les groupes d'extrême droite, les sectes sataniques, considèrent ce lieu comme sacré et essayent de soudoyer les gardiens afin d'obtenir la clé de la salle ou d'obtenir une autorisation pour s'y rendre la nuit pour pratiquer des messes noires, des rituels et des pratiques païennes. C'est à Wewelsburg que l'Ahnenerbe voit le jour. Officiellement, l'Ahnenerbe, c'est la Société pour la recherche et l'enseignement pour l'héritage ancestral. Mais comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur l'Ahnenerbe, dont je vous mets le lien dans la barre de description, c'est bien plus que ça. Mais son rôle principal fut de trouver la validité et de prouver la validité des théories nazies sur la supériorité raciale des Aryens et que le peuple allemand était bel et bien, sans doute possible, les descendants de ces hommes-dieux. Un peu la grosse tête. Himmler. C'est ainsi que Himmler, avec ses soldats de l'Ahnenerbe, se lança également à la recherche de preuves matérielles à travers l'Europe et le monde afin d'appuyer ses thèses raciales. Himmler était obsédé par tous les mythes et les légendes du monde. Il croyait fermement en ces histoires et assurait avoir déjà, par le biais de rites anciens, communiqué avec les morts. Notamment, il affirmait avoir communiqué avec Henri Ier, roi des Francs. Mais la quête qui l'empêchait de dormir la nuit, c'était la recherche du Graal. Il n'hésita pas à lui-même faire les visites, comme en octobre 1940, à l'abbaye de Montserrat en Espagne. Il demanda à voir les archives sur le Graal, qui furent, hélas pour lui, volées par les soldats de Napoléon. Il existe d'ailleurs une légende qui raconte que Himmler avait confié finalement la mission de retrouver le Graal en 1943 à un soldat d'élite très célèbre, Otto Skorzeny. C'est un militaire américain du nom d'Howard Bruckner qui livra cette théorie dans un de ses livres. Bruckner assurait que Skorzeny avait retrouvé le Graal au château de Montségur et qu'il l'avait d'ailleurs emporté en Allemagne. Donc difficile à prouver cependant que effectivement cette histoire soit vraie. Mais voilà qu'en 2001, un chaudron de 10 kg d'or massif orné sur ses surfaces d'énigmatiques dessins en relief, relance les débats. Il sera présenté comme la découverte du siècle. Bien sûr, comme vous vous en doutez, dès la découverte du fameux chaudron au fin fond d'un lac bavarois, c'est important que vous sachiez, la découverte, le plongeur, c'était la découverte de sa live quoi. Mais bien évidemment, d'entrée de jeu, dès la découverte de ce chaudron, les versions officielles se sont confrontées aux théories immédiatement qualifiées de complotistes, comme d'habitude. Les experts officiels présentaient qu'au niveau de la datation, il s'agissait d'une sculpture récente, une sculpture du XXe siècle. Alors que d'autres, donc des experts moins officiels, affirmaient que ce chaudron remontait à des milliers d'années. Pour moi, déjà, il faut comprendre que rien que ce genre de grand écart entre des personnes d'une même profession me fait suspecter qu'il y a quelque chose de louche. Parce qu'il soit officiel, qu'il soit non officiel, que ce soit ton frère, ton père, ton cousin, de base, si vous avez la même profession, si vous utilisez les mêmes techniques de datation, que à la limite, il y ait un décalage de 5 à 10 ans, ok. Mais là, en termes de milliers d'années, je trouve que c'est louche. D'accord, pour des gens, parce que, et puis encore une fois, pourquoi cette personne serait plus à même de dater, enfin, pourquoi c'est eux qui disent vrai, pas eux, c'est quand même très, c'est tendancieux quoi. Qu'est-ce qui a décidé les gens à trancher? Oh ben finalement c'est ce groupe d'experts qui a raison plus que celui-là. Non? Mais vous allez voir pourquoi.
Et en plus, ce chaudron ressemble étrangement au chaudron de Gunstertrum au Danemark, qui remonte ce chaudron avec certitude, celui-là acté, daté par officiel, non officiel, il remonte avec certitude à 2000 ans. Pourtant, un expert, apparemment ça doit être certainement le chef des experts, puisque c'est celui qu'on a écouté au final, a établi indiscutablement qu'il s'agissait d'or récent. Donc de là, en gros, de ces expertises, même si elles sont controversées, etc., de là, il est né une hypothèse qui aujourd'hui est maintenue comme étant la seule hypothèse valable. De quoi Himmler aurait fait faire, il aurait fait faire ce faux chaudron comme un étendard, si vous voulez, pour servir l'idéologie nazie. Parce que grâce à ce chaudron, il avançait ce chaudron, si vous voulez, comme une preuve incontestable de l'appartenance du peuple germanique aux anciens peuples et donc à tout son délire sur la suprématie du peuple hyperboréen, arien, etc., etc. Et en fait, ce chaudron, c'était la garantie de cette arnaque. Et pour prouver ça, pour prouver cette théorie, que donc je vous dis aujourd'hui, elle est validée par les historiens officiels, parce que attention, il y a les historiens officiels et les non officiels, les amis. Ben, ils ont mis en avant un papier authentifié comme étant l'inventaire de la chambre des trésors de Himmler. Ouais, parce que comme vous le savez, ça on l'a quand même appris dans les livres, les nazis ont pillé un grand nombre d'œuvres d'art et de reliques saintes à travers leur conquête du monde. Le plus célèbre relique et artefact de la collection étant la lance du destin. La sainte lance qui aurait percé le flanc de Jésus et porté le coup fatal au Christ sur la croix. D'après la légende, le dirigeant qui possède la lance du destin serait béni des dieux. Hitler lui-même croyait que le détenteur de la lance deviendrait le maître absolu de la planète. Bon alors déjà, première incohérence qui moi me saute aux yeux, c'est que quand tu détiens ce type d'artefact, quand tu détiens ce type d'objet, d'accord, avec ces formidables, on va dire, armes de propagande, puisque l'histoire veut que tout en fait était utilisé, tous ces délires, et n'était rien d'autre chose que des moyens pour Himmler de convaincre, d'appuyer l'idéologie nazie et de convaincre tout un peuple de le suivre aveuglément. On est d'accord que quand il a toutes ces formidables armes de propagande à sa disposition, entre ses mains, pourquoi, avec la lance sainte, etc., pourquoi il aurait eu besoin d'un fake chaudron créé de toutes pièces, faire genre? Comment un mec aussi intelligent, parce que ce soit un monstre, une ordure, qu'on lui souhaite d'être en enfer et dans des souffrances insoutenables, en vérité, il n'était pas con. Donc, quand il a tous ces autres possibles pour légitimiser le Troisième Reich, qu'est-ce que le gars il va s'embarquer dans une histoire sordide de faux chaudrons? Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, la théorie des historiens officiels, je trouve qu'il y a des glitches, quoi. De surcroît, grâce à cet inventaire, donc apparemment ce papier d'inventaire, il était indestructible parce que c'est le seul papier à ne pas avoir brûlé dans l'incendie qui aurait ravagé le château vers la fin de la guerre. Ce papier démontre que effectivement, avec ces maigres indices, on peut reconstituer le fait qu'il s'agisse d'un gros canular et que dans la foulée, ils se sont un peu enflammés parce qu'ils se sont sentis sûrs de leur fait, grâce au papier magique. Ils ont tenté de faire croire que carrément Ahnenerbe était en fait des réalisateurs, genre les Spielberg du futur, les gars. Et qu'en fait, les archives que l'on a retrouvées où on voit les membres de l'Ahnenerbe aux quatre coins du monde ayant fait des découvertes incroyables, voire inexplicables, ben, eux, ils te disent, parce que rien à foutre, il y a les archives, on les voit, vous voyez là les photos qui défilent, on les voit aux quatre coins du monde, au Tibet, etc. Ben en fait, tout ça c'était fake, c'était un complot visant à inventer une histoire qui n'existe pas. Et après, c'est nous les complotistes. Parce que si tu regardes de plus près, les fameux historiens officiels qui démontent point par point le fait qu'effectivement, il y avait des zones incompréhensibles, whatever, ils te sortent des trucs genre Ahnenerbe, tous les films qu'ils ont fait, c'était fake. Actor Studio.
C'est là que vraiment, c'est là, moi, vous voyez, c'est là que ça me met en colère. Parce qu'au final, qui choisit de dire que telle ou telle personne est historienne ou complotiste? Est-ce que vous me suivez? Parce que quand je m'emballe, j'ai tendance à prendre des raccourcis. Ils poussent le bouchon, c'est ça qui m'agace, c'est qu'ils ont poussé le bouchon jusqu'à dire, et donc, attention, c'est la théorie officielle retenue par la masse, hein, que tout ça n'est que manipulation et légende urbaine, qu'en fait, c'était pas du tout lié au monde de l'occultisme, les nazis, mais qu'ils avaient juste fomenté un plan pour asseoir leur pouvoir et générer le fanatisme de leur peuple. Alors bon, entre nous soit dit, l'exemple du chaudron, il est hyper léger les gars, parce que autour du chaudron, il a fait le château avec la salle, puisque vous voyez les images que je vous remets qui redéfilent, le gars quand même, alors qu'à ce moment-là, ils avaient déjà conquis la quasi-totalité du monde. Donc, est-ce qu'il avait besoin d'un mytho lié aux légendes, aux mythes, à l'occultisme, au paganisme? Je suis pas convaincue. Hein. Les historiens et tout ça, ils ont utilisé ce chaudron pour dire voilà, il est faux parce que l'or est faux, etc. Mais cela n'explique en aucun cas pourquoi déjà ce chaudron d'une incroyable valeur s'est retrouvé au fond du lac des Balkans. Et de surcroît, pourquoi depuis qu'il a été daté, d'accord, par un mec sorti de nulle part et qu'il a été décidé que c'était cette version et cette authentification qui serait officielle et qui ferait foi, malgré tous les autres mecs, donc de la même profession, etc., aussi certifiés et diplômés que le gars qui affirmait le contraire, comment expliquez-vous après tout ça que le chaudron est juste disparu de la circulation? Parce que oui, une fin en queue de poisson pour une histoire qui ne tient pas la route. Non seulement le fameux papier de l'inventaire retrouvé dans les greniers du château en flammes, hein, prouvant effectivement que voilà, le chaudron il avait été commandé par Himmler à tel artisan, etc. Ben, ce papier-là, il est absolument pas consultable par aucun historien ou scientifique, mais en plus, aucun historien et aucun scientifique ne peut de nos jours avoir accès au dit chaudron, ne serait-ce que pour approfondir l'enquête. À Zurich, les derniers détenteurs connus sont les administrateurs de la société von der Litt qui l'auraient déposé dans une chambre forte où il serait depuis. Voilà. Comme je le dis, je le répète, une fin en queue de poisson pour une histoire officielle qui ne tient pas 2 secondes de la route. Donc voilà, encore une fois, voilà comment les versions officielles balaient les théories complotistes d'un revers de la main. Ah ben c'est sûr que leur version tient beaucoup plus la route. Non mais j'hallucine. Un papier qu'on ne peut pas voir, un faux vrai chaudron mais qu'on ne peut pas étudier. Tout ça est censé prouver de manière indiscutable que la théorie que les nazis étaient connectés au monde occulte et aux croyances occultes n'est que le résultat de théories complotistes hasardeuses. Mais la blague quoi, la blague. Alors du coup, j'ai eu une question pour les gardiens de la vérité officielle. Et si, peut-être, effectivement, en admettant que, ok, le chaudron, il est fake. Allez, on va vous croire. 2 minutes, vite fait. Mais gars, peut-être que s'il a mis autant de moyens en œuvre pour convaincre les autres que c'était eux, le peuple élu, c'est peut-être parce qu'il existe vraiment un peuple élu. Mais juste, c'était pas eux. Tu vois, lui, il voulait que ce soit eux, mais c'était pas eux. Alors, tu vas me raconter quelle histoire maintenant? Parce que les connexions, les œuvres d'art, les tableaux, les hommes, les élites, parce qu'au final, ça faisait partie des élites, tous ces gens qui s'adonnent à des sociétés secrètes, ça tu peux pas le nier, on va se cantonner juste aux détails que vous admettez. Encore que les sociétés secrètes, vous êtes quand même encore en train de nous dire que c'est pas si secret. D'où de temps en temps, on voit des reportages sur la franc-maçonnerie. Genre, maintenant qu'on en parle, c'est pas tellement secret. Si, la franc-maçonnerie, c'est secret. Donc, vous admettez, de fait, même si vous les endormez avec des ronds de jambes et des tours de passe-passe, vous admettez que les francs-maçons existent. Et que donc, depuis qu'on dit que les francs-maçons est une société secrète, c'est bel et bien une société secrète. Mais bon, donc, vous admettez sans admettre, vous défoncez, vous traitez les complotistes de complotistes. Vous trouvez systématiquement des explications à tout, mais qui au final sont aussi légères que les théories du complot que vous dénoncez. Moi, je dis que quand on creuse et que quand on décide de s'éduquer soi-même, on soulève des lièvres. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que c'est ça la vérité qui se cache derrière la vérité officielle.
je dis que ça vaut le coup de creuser et de vous faire votre propre idée. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, je pense pas que je vais faire une troisième vidéo autour du Troisième Reich, parce que ça va faire un petit peu beaucoup. Donc si vous avez des sujets à me suggérer pour ce mois de Noël, n'hésitez pas. Je sais que certains d'entre vous pensent que je fais pas forcément les sujets, enfin que je vous demande de m'en suggérer et qu'au final, mais si, je prends toujours ce que je suis, je fais des petits traits et celui qui gagne, c'est celui qui remporte le plus de traits. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a des sujets, mais je les ai tous, j'ai une liste, je peux vous la montrer. J'ai tous ces petits sujets sur un papier et je les aborderai dès qu'il y a un blanc ou dès qu'il y a une possibilité ou dès que je suis en crise d'inspiration, ce qui peut arriver, croyez-moi. Vite fait, petite parenthèse, vous avez vu, le monolithe a disparu, parce que je reviens pour ceux qui ne le sauraient pas sur ma vidéo de la semaine dernière. Le monolithe dans l'Utah a disparu au milieu de la nuit par des hommes habillés étrangement, alors que c'était censé être surveillé, pas accessible, avec des... Eux, ils sont arrivés, ils l'ont démonté dans la nuit. Il y en a un autre qui est apparu en Roumanie, comme vous avez vu, à ce que j'ai eu en commentaire. Je n'y crois pas, celui-là, je n'y crois pas une seule seconde, on dirait que c'est moi qui fais les soudures. Il vient d'en apparaître un autre en Californie, donc je pense que c'est un peu les techniques, un peu comme les crop circles. Il y en a un qui est vrai, donc du coup on va en faire une quinzaine de fakes, comme ça on va noyer le poisson. Moi j'en viens à penser que c'est un peu leur stratégie. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, si tout ça vous conforte un peu plus dans l'idée que si on nous dissimule des choses, bah, c'est déjà qu'il y a des choses à nous dissimuler et qu'on ne veut pas que nous soyons conscients. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je me remets mon clignot. Ouh Je vous souhaite donc de passer une très très bonne semaine. On se retrouve rapidement et n'oubliez surtout pas, stay safe les amis.